Cette semaine, dans Carnet de santé, que savez-vous de l'herpès? Nous avons des informations sur ce virus contagieux très courant. Et les experts sonnent l'alarme sur le nombre élevé de maladies sexuellement transmissibles chez les jeunes. Ensuite, nous verrons une nouvelle approche pour traiter les brûlures graves. Enfin, l'application Be My Eyes apporte un support aux personnes souffrant de cécité. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Vous avez peut-être entendu parler des maladies sexuellement transmissibles comme le VIH et la syphilis. Mais que savez-vous de l'herpès? Les virus de l'herpès se classent en deux catégories. Le virus herpès simplex de type 1 ou HSV1 se transmet principalement par contact des muqueuses buccales et provoque l'herpès orofacial et labial, mais aussi l'herpès génital. Le virus herpès simplex de type 2 ou HSV2 est sexuellement transmissible et provoque l'herpès génital. L'herpès perdure toute la vie et se manifeste par des lésions vésiculaires ou ulcéreuses douloureuses sur le site infecté. L'OMS estime que 491 millions de personnes dans le monde âgées de 15 ans à 49 ans sont infectées par l'herpès génital et environ 357 millions de personnes contractent une infection sexuellement transmissible chaque année. Les jeunes sont les plus à risque. Ezekias Mlopo et Alex Kati Katayi vont nous dire davantage de Kinshasa. Ce jeune homme que nous appelons Patrick a connu des moments très difficiles il y a quelques jours. Âgé seulement de 19 ans, il s'est retrouvé infecté après un rapport sexuel non protégé. Actuellement pris en charge médicalement, Patrick ne peut oublier les douleurs atroces éprouvées dans ses parties génitales. J'avais très mal quand j'urinais. Après, je suis allé à l'hôpital. C'est le médecin qui me dira que c'est une infection, que j'ai contracté après un rapport sexuel. Pour le moment, je suis sous traitement d'antibiotiques. Je n'ai plus trop mal comme avant et j'espère que ça ira mieux. Les infections sexuellement transmissibles se propagent principalement par contact cutané lors d'un rapport sexuel vaginal, anal ou oral. Elles peuvent aussi se propager par d'autres voies comme les transfusions sanguines. Un grand nombre d'IST se transmettent aussi de la mère à l'enfant pendant la grossesse et l'accouchement. Nous sommes en train de constater une sexualité irresponsable. Les jeunes gens se comportent comme ça, les adolescents ces derniers temps, avec une sexualité irresponsable, ce qui est déjà une première cause, parce que lorsqu'on n'utilise pas le préservatif ou autre moyen de prévention pendant la sexualité, la conséquence est celle-là, parce qu'on a XY comme conjoint, comme conjointe, c'est ce qui crée les infections sexuellement transmissibles. Comme première cause, nous avons également les toilettes mal entretenues. On peut avoir contracté une IST sans présenter des symptômes apparents. Parmi les symptômes les plus courants des IST, on peut noter les pertes vaginales, les écoulements irrétro ou brûlures chez l'homme, les ulcérations génitales et les douleurs abdominales. Les IST les plus fréquentes sont d'origine bactérienne et donc curables, même si certaines peuvent se compliquer. Les jeunes gens doivent savoir qu'en face d'une infection sexuellement transmissible, on donne l'opportunité au VIH. Selon l'OMS, plus d'1 million de personnes contactent une IST chaque jour. On estime que chaque année, 357 millions de personnes contactent l'une des 4 IST suivantes, chlamydia, gonorrhée, syphilis ou trichomonase. D'autre part, plus de 500 millions de personnes sont atteintes d'un herpès génital et plus de 290 millions de femmes souffrent d'une infection à papillomavirus humaine. Le docteur Théodora Elvira est médecin dans le département de la santé et de la recherche en matière de reproduction auprès de l'Organisation mondiale de la santé. Elle nous en dit plus sur l'herpès et les actions de l'OMS contre la maladie. L'herpès peut se retrouver dans différentes parties du corps, mais le plus souvent dans les organes génitaux et aussi dans la bouche.
Nous avons le virus de l'herpès simple de type 1 qui cause l'herpès buccal, qui est quelque chose de très commun, le bouton de fièvre. L'autre est l'herpès simple de type 2, qui est l'herpès génital, qui est transmis sexuellement. Et une fois que vous avez le virus, vous le portez à vie. L'herpès simplex de type 1 se transmet principalement par contact oral, mais il est également très intéressant de noter qu'il peut être transmis lors de relations sexuelles orales, s'il y a un contact entre les organes génitaux et la bouche d'une personne infectée. L'herpès de type 2 peut être sur les organes génitaux ou l'anus. Les patients peuvent ne rien ressentir, mais ils sont toujours capables de transmettre l'infection. Il est possible que beaucoup d'entre nous aient l'herpès buccal. Lorsque vous avez un bouton de fièvre dans la bouche, c'est presque comme une ampoule, c'est tellement douloureux. Il peut par la suite devenir un ulcère, c'est aussi récurrent. Et parfois, vous ne savez même pas si vous avez déjà eu l'herpès buccal, car il peut être asymptomatique. Pour l'herpès génital, le symptôme le plus courant est vraiment d'avoir un ulcère génital. Donc, dans vos parties génitales ou même dans l'anus, vous verrez probablement une petite ampoule. Il peut se produire pendant la menstruation, par exemple, pour l'herpès génital. Bien sûr, il y a des groupes qui sont plus à risque, ceux ayant des rapports sexuels non protégés, par exemple. Les personnes à partenaires multiples, les adolescents, les jeunes femmes et les jeunes hommes sont beaucoup plus vulnérables. L'herpès génital augmente le risque d'acquisition et de transmission du VIH. D'un autre côté, si vous avez le VIH, vous avez tendance à présenter des symptômes et des signes d'herpès génital plus graves. Si vous êtes une mère et que vous avez l'herpès génital et que vous accouchez, cela peut avoir un effet sur votre bébé. Et dans 60% des cas, cela peut causer la mort du bébé. Il n'y a pas de remède pour le moment au niveau de l'OMS. Nous nous concentrons sur la prévention en encourageant les gens à pratiquer des rapports sexuels protégés. Nous avons également vu que la circoncision masculine aide à prévenir le VIH ainsi que l'hépatite et je pense aussi l'herpès. La plus forte proportion de cas d'herpès génital se trouve en Afrique. Nous encourageons vraiment nos prestataires à être moins stigmatisants dans le traitement des infections à herpès, en particulier dans ces régions. De plus, si vous avez l'herpès oral, n'ayez pas de relations sexuelles orales, car cela peut également conduire à l'herpès génital. Un diagnostic d'herpès génital peut être difficile à entendre. Partager l'information avec un partenaire sexuel peut être encore plus difficile. Voici quelques conseils d'experts. Tout d'abord, choisir le bon endroit et un bon moment. Un endroit où vous êtes à deux sans distraction, où vous vous sentez en sécurité. Mais n'attendez pas d'être sur le point d'avoir des rapports intimes ou après. Évitez de suggérer ce que votre partenaire devrait ressentir. Partagez tout simplement l'information que vous avez le virus et soyez prêt à éduquer cette personne. Informez-vous donc au maximum sur l'herpès avant la discussion. Servez-vous de statistiques si possible afin de faire comprendre que c'est commun avec une attitude calme. Si vous vous sentez incapable de partager l'information avec votre partenaire, demandez l'aide d'un expert. La RDC lutte contre une épidémie de méningite. Plus de 120 personnes sont décédées de la maladie avec plus de 260 cas suspects, selon l'OMS. La méningite est une infection de la muqueuse entourant le cerveau et la moelle épinière, transmise par les gouttelettes respiratoires ou les sécrétions de la gorge des personnes infectées. La maladie est potentiellement mortelle et sans traitement, elle peut causer des dommages neurologiques, en particulier la surdité et le retard mental chez les jeunes enfants. L'épicentre de l'épidémie se trouve dans la province de la Chopo, dans le nord-est de la RDC, où les autorités sanitaires et les partenaires ont déployé des équipes d'urgence pour contenir l'épidémie.
Chaque année, près de 200 000 personnes meurent de brûlures et la plupart de ces décès surviennent dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, selon l'OMS. Depuis les guerres en Afghanistan et en Irak, les spécialistes américains des brûlures militaires ont changé la façon dont les brûlures graves sont traitées. Reportage de Carole Persson de la VOA, récit Blanche Sanou. Cette petite fille a été soignée pour des brûlures dans une clinique américaine en Irak il y a plusieurs années. Le docteur Stephen Wolf est professeur et chef de la section des brûlures, des traumatismes et de la chirurgie de soins aigus à la branche médicale de l'Université du Texas. C'est souvent plus facile pour nous lorsqu'il s'agit de fermer la plaie. La peau protège le corps contre les infections, mais parfois un patient peut ne pas avoir assez de peau pour couvrir la plaie. Les médecins doivent trouver alors d'autres options. Nous pouvons en quelque sorte atténuer cela en utilisant d'autres substituts cutanés ou de la peau de cadavre. Mais vous devez fermer la plaie avec leur propre peau à un moment donné. Ce qui nécessite dans ces cas des greffes de peau et plus de chirurgie. Les brûlures graves ne font pas mal parce que les terminaisons nerveuses sont détruites. Avec ces brûlures, la peau, les muscles, les tendons et les os peuvent également être détruits. Ces patients sont dans un centre pour brûlures graves au Bangladesh. Les brûlures peuvent entraîner une hospitalisation prolongée, une défiguration et une invalidité. La plupart des choses dans la guerre sont mauvaises. Cela est indéniable, mais souvent, c'est l'occasion aussi où les bonnes choses apparaissent. Des progrès ont été réalisés au cours des 20 dernières années pendant les guerres américaines en Afghanistan et en Irak. En résumé, le taux de survie a augmenté. Auparavant, seuls 50% des patients gravement brûlés survivaient. Les personnes aveugles vivant de manière indépendante ont parfois besoin d'aide pour accomplir certaines tâches. Une application appelée Be My Eyes apporte une solution en mettant en relation des utilisateurs qui souffrent de cécité et des volontaires voyants à travers la caméra d'un smartphone. Reportage de Matt Debol, Thierry Kaoré raconte. Jésus Aveno a une basse vision depuis sa naissance. Il vit et travaille de manière indépendante, mais parfois, il a besoin d'aide. Si j'ai besoin de lire un type de courrier ou un type de paquet, cela peut être un peu difficile. Généralement, je demande à quelqu'un autour de moi ou si je me sens courageux, j'essaie de deviner. Maintenant, il a une autre option, une application pour smartphone appelée Be My Eyes, soit mes yeux, qui le met en contact avec des volontaires voyants. Ceux-ci décrivent ce que voit sa caméra. Bonjour, je me demandais si vous seriez en mesure de m'aider à trouver certains types de thé dont je dispose. Oui, Alors celui-ci. ça ressemble à un thé de la passion. Kaya est bénévole depuis environ 1 an. J'aime aider les gens et alors j'ai pensé que ce serait une bonne opportunité. Be My Eyes est un service gratuit qui compte environ 316 000 utilisateurs aveugles et malvoyants dans 175 pays et près de 5 millions de bénévoles. Les utilisateurs peuvent également accéder à un support technique spécialisé pour les logiciels informatiques, produits de soins personnels et même des tests de grossesse. Microsoft a été le premier et après cela sont venus Google et Procter et Gamble et toutes ces autres sociétés qui ont rejoint Be My Eyes pour rencontrer la communauté là où elle se trouve. Chez Be My Eyes, bâtir une communauté est une priorité. Nous publions régulièrement des histoires dans l'application et sur les réseaux sociaux. Nous avons publié 3 podcasts, ce dont nos utilisateurs aveugles et malvoyants ont besoin autant que la vue. L'objectif de l'entreprise est de tisser des liens entre les utilisateurs et les bénévoles qui vont au-delà de la résolution des problèmes quotidiens. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations et l'actualité sur le coronavirus, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, @LenorMoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de Santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et à très bientôt.